En réponse aux tragédies qui se succèdent sur les routes de l'exil, des bénévoles et des ONG se mobilisent pour venir en aide à des milliers de femmes, d'hommes et d'enfants qui, au péril de leur vie, décident de tout quitter en espérant trouver mieux ailleurs. Quand l'humanité frappe à nos portes est le récit d'une leçon de vie pour agir ensemble. Yannick Obambé, bonjour. Bonjour madame. Quelles questions vous vous posiez avant de réaliser ce documentaire dans la jungle de Calais? Alors quelle question je me suis posée? Alors, plusieurs questions, je dirais, enfin la principale c'était, on va essayer de revenir un peu, avant donc, les événements de 2015-2016. Alors il y a, la crise des migrants de Calais, des exilés de Calais qui fait couler beaucoup d'encre et il y a une image particulièrement qui me frappe. C'est, l'image d'un jeune enfant dont le nom était Alan Kurdi, je pense, si je me souviens bien, qui était retrouvé, dont le corps était retrouvé sans vie sur une plage de Turquie ou de Grèce, enfin peu importe, mais sur une plage, voilà. Et ça, pour moi, ça a été un peu l'image de trop, en fait. Ça a été l'image de trop, et à partir de cet instant-là, je me suis demandé ce que je pouvais faire à mon petit niveau. Je me suis dit, j'ai un devoir, j'ai une sorte de devoir une sorte de responsabilité, de devoir de citoyenneté, et voilà, et ce devoir-là, c'était de pouvoir leur donner une voix, et enfin de pouvoir donner une voix à ces personnes qui sont dans l'exil, en fait. Alors pour reprendre les propos d'une des personnes que vous avez interviewées, la couverture médiatique sur la jungle de Calais a toujours été très négative. Pour avoir passé plusieurs jours aux côtés de ces migrants et des bénévoles, est-ce que vous comprenez pourquoi? En arrivant dans ce lieu qui était appelé la jungle, donc enfin, la connotation qu'on a quand on dit la jungle, on se dit tout de suite que voilà, ce sont des, enfin, entre guillemets, enfin, déjà par cette connotation-là, par ce mot de la jungle, c'est déjà une sorte de, c'est une façon déjà de dénigrer, de dégrader ces personnes-là, de les déshumaniser. Et donc en allant là-bas, moi, j'avais pas forcément de parti pris. Comme je vous l'ai dit, moi, j'avais vraiment l'impression je venais avec une sorte de devoir enfin une sorte de responsabilité, quoi, de pouvoir donner une voix à ces personnes-là. Et quand j'arrive, paradoxalement, à justement cette idée d'animaux entre guillemets, moi, je me rends compte que il y a une sorte de dynamique dans autour des lieux de vie, parce il y avait plusieurs lieux de vie dans le camp qui s'étaient formés, dont l'école sur laquelle j'ai fait un focus dans mon documentaire. Et donc, je me rends compte qu'il y a une sorte de dynamique autour de ces différents lieux de vie qui me fait penser au concept d'Ubuntu sud-africain, qui est vraiment la solidarité. Je suis parce que tu es, et tu es parce que, enfin, et tu es parce que je suis. Et ça, ça me frappe. Ça me frappe tout de suite. Par exemple, le premier jour où j'arrive, j'arpentais comme ça les rues de cette petite cité, en fait, parce que finalement, c'était une petite cité. Il y avait un moment il y a eu des moments où il y avait près de 3000 personnes qui vivaient dans le camp. Et je tombe sur euh, donc cette école-là qui était, à ce moment-là, qui était vraiment un tout petit espace qui avait été aménagé juste pour euh, enfin, essayer d'éduquer les personnes qui passaient, en fait, qui étaient de passage. Et voilà, je tombe sur cette école-là. Et en fait, à ce jour-là, précisément, c'était le jour d'anniversaire du fondateur de l'école. Ils essaient de s'accrocher à la vie, de ne pas se laisser aller à la fatalité. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire, en fait. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, voilà, c'est cet angle-là que je veux, c'est par cet angle-là que je veux aborder la question, c'est-à-dire que essayer de vraiment enfin, humaniser les personnes qui étaient dans ce camp d'exilés, en fait, et essayer de montrer, d'apporter un autre regard, en fait, parce que justement, euh, malheureusement, pour des raisons que je ne connais pas forcément, enfin, que je ne peux pas expliquer,
mais l'actualité n'a pas été très favorable à ces personnes-là, à ces exilés. Alors, vous le disiez, le personnage central de votre documentaire, c'est Zimelko Mel Jones, hein, qui a fondé cette école avec 3 fois rien et avec l'aide de bénévoles pour apprendre aux adultes, mais également aux enfants, car comme le dit un des bénévoles qui enseigne dans cette école, le langage est une arme pour qu'ils puissent défendre leurs droits. Est-ce que c'est ça justement, cette dimension humaine, cette humanité que vous voulez faire transparaître entre des personnes qui n'ont rien, mais qui donnent tout, et en face des bénévoles qui donnent de leur temps? Oui, absolument, 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 c'est ça, c'est le pari, enfin, sur lequel je me suis engagé depuis, si c'est-à-dire que si j'avais, une, quelques mots pour définir l'expérience que j'ai eue à Calais, je dirais que heu, en tout cas autour des lieux de vie, parce qu'il faut bien préciser qu'il y avait beaucoup de lieux de vie et c'est-à-dire que j'ai eu un tout petit aperçu dans ces lieux de vie, de ce à quoi peut ressembler un monde dans lequel, non seulement les êtres sont capables de transcender, les clivages ethniques, raciaux, religieux, sociaux, et cette image-là m'a fait prendre en fait l'engagement envers moi-même, donc de pouvoir partager ces observations-là que j'ai eues avec le plus grand nombre et plus précisément les jeunes. Donc, pour répondre à votre question, oui, l'éducation, c'est une arme pour briser les murs finalement, et puis aller vers une sorte d'altérité, aller vers essayer d'emmener les gens à ouvrir leurs esprits, leur cœur en allant vers l'autre en fait. Et ce type d'éducation-là, c'est vraiment ce pari-là sur lequel nous nous sommes lancés avec une association qui s'appelle EOL, qui est basée en France et qui s'occupe de mineurs isolés. Et si vous voulez, depuis que le projet a été lancé, c'est presque à chaque rencontre qui s'est faite, c'est une sorte de petite toile d'humanité que nous tissons à chaque fois, et des rencontres se font. Et puis on se rend compte qu'il y a une sorte de communauté de belles personnes humaines qui ont de très belles énergies et qui sont prêtes à se mobiliser pour cette cause-là, en fait. Et voilà, donc c'est pour ça que nous sommes aussi là aujourd'hui. Alors avant de tourner le documentaire, vous vous posiez la question de savoir pour quelles raisons laisse-t-on des êtres humains dans des conditions d'hygiène aussi désastreuses. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez la réponse? Alors, non, j'ai pas, disons que ça, c'est une question qui est, en même temps, je pense que je suis pas sûr qu'on pourra vraiment donner une réponse. Je pense que, euh, encore une fois, comme je l'ai dit, je pense qu'il faudrait pouvoir se mettre à la place des autres déjà. Ça, c'est la première des choses. Et comme je vous l'ai dit, ce concept, cette philosophie, pour moi, ça commence d'abord par, je dirais, au niveau de la pensée. Il faudrait que plus de personnes se, se- aient le courage de penser, d'oser et d'aller vers les autres, en fait. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile parce qu'on est dans un contexte international où on est plus vers l'hostilité, vers une sorte de démarche qui tendrait plus à tourner le dos aux autres. Et puis, finalement, je pense que c'est ça vraiment qui est à la cause de ce type de tragédie, c'est on ne regarde, on ne va pas assez vers l'autre, en fait. Et donc, je pense que ce type d'initiative et ce type d'action pourrait justement
essayer d'éduquer les gens et apprendre aux gens à penser différemment, en fait. Et comme ça, peut-être qu'on pourrait trouver des solutions. Enfin, ça pourrait peut-être, la solution pourrait peut-être être là, en fait. C'est-à-dire que juste essayer de créer une sorte de nouveau paradigme, en fait, et dans lequel les gens, enfin, on éduque les gens à penser autrement, en fait, à penser autrement la relation à l'autre. Mais pour changer le monde, Yannick Obambé, il faut plus qu'une poignée de bénévoles qui, aux yeux des pouvoirs politiques, sont des utopiques. Oui et non. Enfin, j'ai une anecdote que j'ai souvent, qu'une amie journaliste m'a posée, une fois. Elle m'a demandé, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez? Et puis moi, je lui ai dit, bah, écoutez, moi, mon art, c'est ma baguette magique parce que à chaque fois que j'interviens, par exemple, en milieu scolaire et que je montre le film à des plus jeunes, je vois tout de suite les esprits s'ouvrir, les cœurs s'ouvrir. Et puis finalement, à chaque fois que je le fais, c'est presque comme si j'utilisais ce cinéma et ce film et cet outil comme ma baguette magique qui permettra peut-être à un de ces jeunes-là, on ne sait jamais, peut-être qu'un de ces jeunes-là pourrait être un président, un premier ministre demain, et pourquoi pas, parce qu'il aura été sensibilisé par rapport à cette thématique-là très tôt, peut-être que ça lui permettra d'approcher ces questions-là différemment. Donc je pense que enfin, finalement, le message, c'est que chacun à son niveau, et c'était vraiment ça qui m'a beaucoup frappé par rapport au bénévolat, c'est que chacun à son niveau apportait sa compétence. C'est-à-dire que moi, je suis venu avec mon art, il y avait de tout. Il y avait de tout. Il y avait des profs qui donnaient de leur temps. Et puis, c'est chacun qui met. Enfin, je pense aussi au colibri de Rabi. C'est-à-dire que chacun, avec sa petite compétence, son petit savoir-faire, il apporte, il met sa petite pierre à l'édifice et tous ensemble, on peut éventuellement voilà, changer le monde à un autre niveau. Merci Yannick Obambé. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Madame Denise.